Attaque au couteau dans une localité de Cisjordanie. 2 femmes blessées, dont une très grièvement. Les 2 terroristes ont été abattus. L'Europe veut agir vite pour empêcher une nouvelle attaque terroriste d'envergure après celle de Paris. Un sommet antiterroriste aujourd'hui aux Pays-Bas où il était également question de protection des frontières. Un virus dont la progression inquiète l'OMS. Le virus Zika s'étend sur tout le continent américain. Désormais, il cause de graves dommages chez les fœtus de femmes enceintes. Bonsoir. 2 Israéliennes ont donc été poignardées dans un magasin en Cisjordanie, tout près de Jérusalem. Cela s'est passé tout à l'heure, non loin de la route 443 qui relie Jérusalem à Tel Aviv. Les 2 terroristes palestiniens ont été abattus et l'une des blessées se trouve ce soir dans un état grave. Le récit de Maxime Pérez. L'attaque s'est déroulée peu avant 17h, encore au cœur d'une implantation juive. Cette fois, c'est la localité de Beth Horon qui a été touchée, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. 2 Palestiniens qui se trouvaient à l'intérieur de la localité ont d'abord poignardé une femme de 60 ans devant la supérette du village. La victime est très grièvement blessée. Sur ces images provenant d'une caméra de vidéosurveillance, 2 clients se réfugient en courant dans l'épicerie. Au bout de quelques instants, les 2 assaillants surgissent mais sont bloqués à l'entrée par un homme qui utilise un simple caddie comme bouclier. Dans leur fuite, ils s'en prennent à une seconde femme âgée de 23 ans, plus légèrement touchée malgré les coups de couteau. Finalement, c'est l'officier de sécurité de Beth Horon qui mettra fin à ce périple meurtrier. Les 2 terroristes sont abattus en tentant de s'échapper de l'implantation. Les voici à l'image avant leur passage à l'acte. Ils seraient tous 2 âgés d'une vingtaine d'années. Les 2 victimes de ce nouvel attentat à l'arme blanche ont été transférées dans des hôpitaux de Jérusalem. Il s'agit de la 3e attaque consécutive à se dérouler au cœur d'une localité israélienne de Cisjordanie. Alors on va se rendre tout de suite dans l'un des hôpitaux de Jérusalem où les 2 blessés ont été transportés. Daniel Haïk, bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir justement des nouvelles de l'état de ces 2 femmes poignardées ? Oui, alors je me trouve ici devant le département des soins intensifs de l'hôpital Hadassah Mons Scopus où a été admise il y a quelques heures donc la victime la plus sérieusement touchée de cet attentat. Elle a 23 ans, elle a été blessée par plusieurs coups de couteau à la poitrine et au ventre et son état s'est dégradé lors de son transfert à l'hôpital. La directrice de l'hôpital nous a annoncé il y a quelques instants que les médecins luttaient pour la sauver et que son pronostic vital restait engagé. Donc un état extrêmement sérieux. La seconde victime, elle a été admise à l'hôpital Shaare Zedek, le second hôpital de Jérusalem, et elle est dans un état moins sérieux, tout de même un état difficile, et elle est soignée dans le département des soins intensifs de cet hôpital de Shaare Zedek. Alors Daniel Haïk, si on regarde ce qui se passe depuis plusieurs jours, on voit que les terroristes palestiniens ciblent précisément, on va dire, les habitants des implantations. Oui, Jean-Charles, il faut rappeler qu'au cours des dernières semaines, eh bien, le Hamas avait lancé des appels à durcir cette intifada des couteaux qui en est déjà maintenant à plus de 100 jours. Et il semble qu'au cours des derniers jours, eh bien, cet appel ait été entendu par des Palestiniens. En effet, on a constaté au sein des forces de sécurité israéliennes donc, que les Palestiniens ciblaient quasiment délibérément des habitants des localités juives de Judée-Samarie. Cela s'est produit la semaine dernière avec l'assassinat de Daphna Meir à Otniel. Cela s'est produit également le lendemain avec l'attentat à Tekoa. Et c'est un nouveau cas, un 3e cas d'attentat à l'intérieur d'une localité de Judée et Samarie, aujourd'hui à Beth Horon. Et il faut noter, Jean-Charles, qu'on remarque une forme d'audace de plus en plus poussée de la part de ces terroristes. Audace d'abord parce que, on l'a vu aujourd'hui, eh bien, ces terroristes n'hésitent pas à rentrer en plein jour à l'intérieur d'une localité qui est pourtant clôturée et sécurisée. Et puis
audace également parce que on les voit, ils n'ont pas peur d'aller plus loin, ils n'ont pas peur de frapper donc de manière particulièrement douloureuse en développant non seulement en attaquant avec des couteaux mais également en transportant des engins explosifs. Ils étaient porteurs de 2 ou 3 engins explosifs qu'ils ont déposés avant d'attaquer leurs victimes et on ose imaginer ce qui se serait produit si ces engins explosifs avaient été actionnés. Donc l'on voit une audace entre guillemets de la part des terroristes et qui dit audace, qui dit plus d'audace, eh bien dit effritement de la force de dissuasion des forces de sécurité israéliennes, le Shin Bet, l'armée israélienne, Tsahal, les renseignements militaires vont devoir plancher pour trouver une forme de parade à cette nouvelle forme d'attaque auquel on assiste au cours des derniers jours et cela laisse présager un nouveau tournant d'une certaine manière dans cette intifada des couteaux. Merci Daniel Haïk. On va vous retrouver un petit peu plus tard évidemment pour prendre des nouvelles de ces blessés dont l'une, on l'a compris, dans un état critique ce soir. Autre enquête terroriste révélée aujourd'hui par les services de sécurité israéliens. Maxime Pérez, on en parle avec vous. Cette fois, il s'agit de 2 jeunes palestiniennes, de sœurs qui ont été arrêtées près de Tulkarem. Oui, absolument. Et autant les enquêteurs du Shabak avaient conclu hier que le meurtrier de la jeune Daphna Meir, cette mère de 6 enfants qui avait été tuée dans l'implantation d'Otniel, eh bien, ce meurtrier de 15 ans avait été largement influencé par la télévision palestinienne et ses spots d'incitation à la haine selon Israël. Autant là, il s'agit de deux palestiniennes qui ont été tout simplement, qui se sont auto-radicalisées grâce notamment aux prêches et aux clips du Hamas libre d'accès sur la toile où vous apprenez à détester les juifs, à vous servir d'un couteau ou même à fabriquer des explosifs. On est dans l'apprentissage de la haine par excellence avec ces réseaux sociaux qui dérivent et qui sont utilisés à des fins terroristes. La recette d'une bombe trouvée, ces 2 demoiselles sont allées faire leur emplette toutes seules. Elles ont assemblé, trouvé les éléments pour permettre la fabrication d'une bombe et lors de leur arrestation à la fin du mois de décembre par l'armée israélienne à Tulkarem, eh bien, les soldats ont trouvé un véritable laboratoire de terroristes. Ça n'est pas rare, Jean-Charles, de voir des jeunes palestiniennes engagées dans des heurts parfois contre des militaires israéliens, des jets de pierre, de cocktails Molotov. Mais là, on franchit une étape dans la violence et une fois de plus on retrouve ce profil de jeunes loups solitaires avec en toile de fond la haine du juif et surtout une forme de radicalisation religieuse. Merci Maxime Pérez. Et justement, des spécialistes israéliens interrogés ces derniers jours imaginaient comme de plus en plus probable risque d'une nouvelle confrontation entre l'armée israélienne et le Hamas. C'est justement la date anniversaire de l'arrivée au pouvoir à Gaza du mouvement islamique, 10 ans que le Hamas règne sans partage sur ce territoire, coupé également du pouvoir officiel qu'exerce l'autorité palestinienne à Ramallah. Maxime Pérez. C'était le 25 janvier 2006, 10 ans que l'autorité palestinienne n'avait pas organisé de scrutin à Gaza et en Cisjordanie. Les islamistes du Hamas en sortent vainqueurs, mais la communauté internationale refuse de traiter avec une organisation terroriste. Elle coupe ses aides financières. En appelant à de nouvelles élections, le président Mahmoud Abbas provoque une fracture entre son parti, le Fatah, et le Hamas. La crise politique aboutira un an plus tard au coup de force des islamistes à Gaza. Entre janvier 2006 et juin 2007, cette guerre fratricide aura fait plus de 600 morts. Dès lors, le Hamas installe son gouvernement dans la bande de Gaza, un territoire qu'Israël décrète entité hostile. C'est le début du blocus terrestre et maritime imposé à l'enclave palestinienne. Cette situation justifie pour le Hamas la poursuite de la lutte armée. Premier acte de cette guerre larvée, l'opération Plomb durci déclenchée le 27 décembre 2008 suite à des tirs de roquettes contre la région frontalière d'Israël. Malgré l'offensive terrestre de Tsahal, le Hamas se maintient au pouvoir, mais les symboles de son autorité sont anéantis. Avril 2011, le Hamas conclut avec le Fatah un accord de réconciliation. Les 2 factions rivales s'accordent sur un gouvernement transitoire avant la tenue de nouvelles élections. Mais les islamistes refusent toujours de reconnaître l'État d'Israël. En novembre 2012, les hostilités reprennent de plus belle. L'opération Pilier de défense déclenchée par Tsahal se résume à une campagne de bombardement ciblé contre le Hamas. Au bout d'une semaine, un nouveau cessez-le-feu est proclamé. Avril 2014, le Fatah et le Hamas s'accordent enfin sur un gouvernement d'unité nationale. Ses membres sont intronisés par le président palestinien Mahmoud Abbas à la Moukata de Ramallah.
Mais une fois de plus, le terrain s'embrase. Entre juillet et août 2014, Israël et le Hamas s'affrontent de nouveau dans la bande de Gaza, tandis que les roquettes pleuvent sur tout le territoire israélien. Bien que pressé par son aile droite, le Premier ministre Benjamin Netanyahou refuse de renverser le pouvoir du Hamas. Depuis, l'organisation islamiste s'est réarmée. L'armée israélienne l'a dit prête à une nouvelle confrontation militaire. À Gaza, la situation économique est proche du désastre et le Hamas, de moins en moins populaire, doit faire face à la surenchère des groupes salafistes qui défient son autorité. Alors le terrain diplomatique à présent, Andran Even-Sapir, bonsoir, analyste politique. C'est d'abord cette conférence que souhaite organiser la France, conférence régionale sur la sécurité au Moyen-Orient. Oui, alors il faut être très prudent, Jean-Charles. Les Français envisagent ou envisageraient, on ne sait pas encore quel temps employer, d'organiser effectivement à Paris une conférence internationale sur la sécurité au Moyen-Orient. On sait que la France, évidemment, depuis les attentats de novembre dernier, entend jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le terrorisme. Elle entend donc, d'après nos confrères de la télévision israélienne, la chaîne Arutz Time, organiser une conférence internationale à laquelle prendrait part, et c'est là que les choses prennent un tour intéressant, à laquelle devrait prendre part donc tout à la fois Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, deux hommes qui ne se parlent guère et dont on connaît le niveau de méfiance entre les deux. Alors, la conférence n'est pas présentée comme une conférence de paix, mais comme une conférence sur la sécurité régionale. Mais bien évidemment, si Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou se retrouvent à Paris, eh bien l'hôte français, en l'occurrence François Hollande, fera probablement tout pour que les deux dirigeants israéliens et palestiniens eh bien, discutent peut-être des modalités d'une relance d'un processus de paix qui est bloqué depuis maintenant plus d'1 an. Alors, ce qui ne risque pas de débloquer le processus, c'est ce que le gouvernement israélien a décidé aujourd'hui, après de longs mois de gel, et bien reprise des constructions dans les implantations. Alors, il s'agirait de l'approbation par les autorités concernées de construction, de plusieurs dizaines de constructions d'unités de logement dans les implantations israéliennes de Cisjordanie. Et ce qui est intéressant, Jean-Charles, c'est qu'effectivement, c'est la première fois depuis presque 2 ans. Alors que ce gouvernement est présenté comme étant l'un des gouvernements les plus à droite de l'histoire d'Israël, eh bien, il est construit pas, ou plutôt il construit peu, très peu même, dans les implantations de Cisjordanie. C'est un paradoxe de taille qui n'a pas échappé aux militants des mouvements des implantations et à leurs relais dans la classe politique, que ce soit le parti de Naftali Bennett, bien évidemment très proche de ce mouvement, mais également à l'intérieur même du parti au pouvoir, du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou. Eh bien, des voix se sont faites entendre et de plus en plus entendre pour protester contre le fait qu'il y avait peu de construction. Et là, eh bien, on apprend que plusieurs dizaines d'unités de logements sont à prévoir dans les implantations. Alors, pourquoi, jusqu'à maintenant, le gouvernement eh bien, ne construisait pas ou n'approuvait pas de nouveaux projets immobiliers dans les implantations? C'était par peur par crainte, par volonté de ne pas froisser la communauté internationale, au premier rang desquels les États-Unis, parce que le scénario catastrophe du point de vue d'Israël, c'était celui-là. Imaginons par exemple qu'un pays comme la France, justement, décide de déposer au Conseil de sécurité des Nations Unies un projet de résolution contraignant sur la reprise du processus de paix, sur la résolution même du conflit israélo-palestinien. Eh bien, les États-Unis auraient pu être incités pour la première fois à ne pas faire usage de leur droit de veto et donc à faire en sorte que ce projet de résolution soit adopté par le Conseil de sécurité, ce qui aurait eu bien évidemment des conséquences tout à fait difficiles et embarrassantes du point de vue d'Israël. De cela, bien évidemment, Benjamin Netanyahou ne veut pas en entendre parler, d'où sa très grande prudence dans cette affaire des constructions de logements en Cisjordanie. Là, il faut tout de même préciser qu'il s'agit de quelques dizaines seulement d'unités de logement. Ça veut dire quoi? Que le gouvernement Netanyahou aujourd'hui ne craint plus les critiques, les remarques de la communauté internationale, notamment des Américains? Alors ça signifie déjà qu'il considère peut-être que dans les quelques mois qui lui restent à la Maison-Blanche, eh bien Barack Obama ne va pas prendre à bras-le-corps la question très épineuse du conflit israélo-palestinien. Pourtant, on a constaté ces derniers temps que le ton avait monté d'un cran. On se souvient des propos assez acerbes de l'ambassadeur américain en Israël contre la politique menée par Israël dans les territoires de Cisjordanie. Donc, a priori, on a plutôt l'impression que les États-Unis n'ont pas l'intention de lâcher le morceau et qu'ils vont peut-être adopter une politique plus sévère encore vis-à-vis d'Israël dans les mois qui viennent. Semble-t-il que dans l'entourage de Benjamin Netanyahou, on considérerait que quelques dizaines de nouvelles unités de logement, ce n'est pas la goutte d'eau qui fera déborder le vase du point de vue américain.
Merci Dror Evan Sapir. Vous parliez de Barack Obama. Eh bien, sachez qu'il a pris son téléphone aujourd'hui pour appeler l'ancien président israélien Shimon Peres, qui avait été hospitalisé hier soir après une nouvelle alerte cardiaque. Mais son état a été jugé satisfaisant après une bonne nuit à l'hôpital. Il a été autorisé à regagner son domicile. Shimon Peres, âgé de 92 ans. Le président iranien Rouhani est en Italie depuis ce matin. Première étape de sa visite en Europe. Une visite très commerciale après la levée récente des sanctions qui frappent l'Iran. Et déjà plus de 15 milliards d'euros de contrats signés avec les patrons italiens. Et ce n'est sans doute pas fini puisque mercredi, Rouhani se rendra en France. Julia Ganancien. La poignée de main est historique. Pour sa première visite officielle en Europe, Hassan Rouhani a choisi l'Italie avant de s'envoler pour la France mercredi. Au programme, un déjeuner de travail avec son homologue italien, Sergio Mattarella, avant une rencontre et un dîner avec le chef du gouvernement Matteo Renzi. Des repas possibles parce que les Italiens ont accédé à la demande des Iraniens de ne pas mettre d'alcool sur la table. Avant l'entrée en vigueur des sanctions, les échanges entre l'Italie et l'Iran s'élevaient à 7 milliards d'euros. L'Italie était alors le premier partenaire économique et commercial de l'Iran et Rome entend bien retrouver cette place. Leurs échanges sont actuellement de quelque 1,6 milliard d'euros, dont 1,2 milliard d'euros d'exportation italienne. Mardi matin, Rouhani doit s'exprimer devant un forum économique Italie-Iran, un rendez-vous très attendu par les industriels transalpins. Mais dans la course au contrat, Airbus a d'ores et déjà été le plus rapide. Le ministre iranien des Transports a annoncé samedi que l'Iran allait acheter 114 avions. Rouhani doit signer cet accord mercredi à Paris. Voilà, et on apprend ce soir côté iranien que des vols civils directs seront bientôt rétablis pour la première fois depuis 36 ans entre Téhéran et les États-Unis. Ça aussi, c'est le résultat de l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire iranien. Le Rafale s'est trouvé un nouveau client aujourd'hui. L'avion de guerre français a été choisi par l'Inde. Nouveau contrat d'envergure donc pour la France qui a été finalisé par le président François Hollande en personne à l'occasion de sa visite officielle en Inde. Gabriel Nolin. C'est une avancée majeure dans les négociations pour la vente des 36 Rafales. Nous venons de signer par nos deux ministres de la Défense un accord intergouvernemental. C'est une étape décisive pour que l'Inde puisse acquérir ces avions et pour que la France les mette à la disposition d'un grand pays comme l'Inde. Cette annonce ne garantit pas encore la finalisation de la vente, mais constitue un préalable indispensable à un accord commercial. Dassault Aviation a indiqué dans un communiqué espérer pouvoir conclure un accord complet sous 4 semaines. Jusque-là, les discussions achoppaient sur le prix et sur la volonté de l'Inde de faire fabriquer une grande partie de ses avions sur son territoire. Le Premier ministre Narendra Modi avait fait la commande de 36 Rafales lors de sa venue en 2015, une version déjà moins ambitieuse que le projet ouvert en 2012 de 126 Rafales. Le président français profite ainsi de sa visite de 3 jours en Inde pour signer des partenariats commerciaux avec le géant asiatique. Accompagné d'une délégation de chefs d'entreprise, il a annoncé une coopération économique dans le domaine des énergies renouvelables, du nucléaire et de la recherche spatiale. Des enjeux économiques donc, mais également sécuritaires. La volonté de renforcer la coopération sur la lutte antiterroriste a été évoquée par les deux chefs d'État. Nous avons décidé, le Premier ministre Modi et moi-même, d'intensifier notre coopération contre le terrorisme, de renforcer les échanges de renseignements, de lutter encore davantage contre les trafics qui alimentent le terrorisme. Nous avons même décidé une feuille de route pour lutter contre tous les trafics. Sur le chemin vers une coopération renforcée, nous sommes conscients des nouveaux défis. La violence insensée qui a touché Paris, Pathankot et d'autres villes dans le monde est le visage de l'un de ces nouveaux défis. Cette visite de 3 jours se conclura mardi avec la participation de François Hollande à la parade du Republic Day. Il avait été invité par le Premier ministre indien par solidarité à la suite des attentats du 13 novembre. Alors avec nous Lionel Friedfeld, bonsoir, analyste financier. Cet accord, ce premier contrat marque en tout cas le début d'une coopération économique qui va être très forte entre la France et l'Inde. Oui, on voit bien au deuxième jour de la visite de François Hollande
En Inde, il y a un tournant économique. Pourquoi ? Déjà ce matin, Michel Sapin, ministre des Finances, a annoncé que les entreprises françaises investiront 9 milliards d'euros sur 5 ans en Inde pour développer ces coopérations, transferts de technologies. On le voit bien, contrat du siècle, 8,3 milliards d'euros pour 36 rafales éventuelles. Mais l'Inde veut premièrement, avoir un rabais sur ce chiffre et deuxièmement, qu'il y ait un transfert de technologie. Deuxièmement, grand contrat, Alstom, 800 locomotives électriques, 3,7 milliards d'euros, c'est considérable. Troisième grand contrat, Suez, à peu près 70 millions d'euros de contrats dans le traitement des eaux. Voilà donc pour ce rapprochement économique très fort entre la France et l'Inde. On va parler maintenant du réseau social Twitter qui, on le sait, a du mal à gagner de l'argent. Et là, eh bien, c'est quasiment tout l'état-major de Twitter qui vient de partir, licencié d'ailleurs ou pas ? Oui, puisque Jacques Dorsey, qui a été le fondateur, revient aux commandes en tant que CEO de Twitter. Il vient de remanier 4 personnes sur les 9 personnes que composait le comité exécutif. Il vient de recruter un cadre de chez Google pour arriver en numéro 2. Il faut savoir quand même que le titre de Twitter a perdu 40% en 3 mois. Il y a un objectif, c'est restaurer la confiance des investisseurs. Alors pourquoi ça ne marche pas Twitter ? C'est le modèle économique qui n'est pas bon ? Alors je vais déjà simplifier Twitter. Aujourd'hui, il y a énormément de concurrence, notamment des Chinois avec WeChat, un petit peu un concurrent comme WhatsApp. Notamment, une des premières décisions de Jacques Dorsey sera de simplifier Twitter. Aujourd'hui, on peut mettre que 140 caractères. Demain, ils vont abolir cette règle et les gens vont pouvoir tweeter des messages beaucoup plus longs et que ce soit beaucoup plus attractif pour les utilisateurs. C'est ainsi que les investisseurs devront regagner notamment la confiance par rapport à Twitter. Voilà, et donc enfin ramener de l'argent à ce réseau social qui est pourtant très utilisé. Merci beaucoup Lionel Friedfeld, analyste financier. Aux États-Unis, la situation est en phase de normalisation après la tempête de neige exceptionnelle de ce week-end, même s'il reste beaucoup à faire. De nombreuses écoles sont par exemple encore restées fermées aujourd'hui à New York. 33 morts, c'est également le bilan presque définitif de ces terribles intempéries qui ont mis tout le nord-est des États-Unis sans dessus-dessous. Gabriel Nolin. Après la tempête, le grand nettoyage. Mon plan est de nettoyer autant que je peux et aller voir si je dois travailler demain. Et si demain mon travail n'est pas fermé, alors il faudra qu'on sorte la voiture. Voilà notre objectif, donc on essaye d'au moins déblayer un chemin pour la voiture. Jonas ou Snowzilla est fini aux États-Unis et la côte Est se lance dans une opération de déblayage massif. Un demi-mètre de neige est tombé pendant le week-end. La tâche est fastidieuse. Mais des habitants prennent les choses du bon côté. Aujourd'hui, les gens sont très amicaux entre eux. Je vois beaucoup de gens dans le quartier qui disent bonjour, bon courage, bon nettoyage. Hier, certains se lançaient même des boules de neige entre eux. En fait, je pense que ça a fait ressortir le meilleur côté de chacun. Avant de s'affairer au grand nettoyage et de retourner au travail, beaucoup ont voulu profiter de la neige. De nombreux bonhommes de neige peuplent les rues. New York est devenue une piste de luge géante. Et à Washington, une bataille de boules de neige sur le thème de Star Wars a rassemblé des centaines de personnes. C'est un combat épique. On se bat très dur pour tenir la colline, mais je ne sais pas pendant combien de temps encore. Oh mon Dieu! Comme vous pouvez le voir, c'est brutal. Même les chiens du président Obama ont pu jouer dans la neige. Tout doucement, la côte Est sort de sa paralysie. La circulation de véhicules a de nouveau été autorisée à New York dimanche matin. Les aéroports de Washington sont eux restés fermés. Le grand ciel bleu prévu pour les prochains jours devrait faciliter le déblayage, mais aussi permettre aux amateurs de neige de profiter encore un peu. En France, après les violents incidents de la manifestation de samedi à Calais, plusieurs fauteurs de troubles se sont retrouvés devant la justice aujourd'hui. Et pour les élus locaux, eh bien, c'est au gouvernement français de prendre enfin la mesure de la situation qui perdure dans cette ville depuis plus de 10 ans. Lise Barenbaum. Les responsables politiques locaux ont tenu une réunion exceptionnelle ce lundi. Objectif, trouver un traitement durable à la crise. Xavier Bertrand, nouveau président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, a dit vouloir éviter le drame. Il en appelle à François Hollande. Calais ne peut pas être oublié par la France. Il y a une action qui est menée aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur à Calais, mais ça n'est pas suffisant. J'en appelle au président de la République. J'en appelle au président de la République pour qu'il vienne lui-même se rendre compte de la situation à Calais, pas pour qu'on aille lui expliquer,
pour qu'il se rende compte, qu'il entende les responsables économiques, qu'il entende la population de Calais. Xavier Bertrand dit souhaiter la tenue d'un conseil ministériel. Le but, se rendre compte de la souffrance à Calais et du drame que vit sa population sur tous les plans humanitaires, économiques et social. Car l'impact de la crise migratoire sur les entreprises locales est important. Dimanche, 2000 personnes ont manifesté pour soutenir les emplois. Ils ont réclamé un moratoire fiscal pour les entreprises de la région. La veille, 2000 personnes sont venues exprimer leur solidarité avec les migrants pour exiger des conditions d'accueil dignes. Au cours de cette manifestation, 50 personnes sont illégalement montées à bord d'un ferry. Après plusieurs heures de blocage, elles ont toutes été délogées par la police. Ce lundi, 6 migrants et 2 militants du collectif No Border qui étaient samedi sur le ferry sont passés en comparution immédiate. Les prévenus ont demandé un délai supplémentaire pour préparer leur défense. Le procès est renvoyé au 22 février. Un mot de tennis pour signaler la belle performance du Français Gaël Monfils à l'Open d'Australie. Pour la première fois de sa carrière, il va disputer un quart de finale à Melbourne. Ça a été une belle bataille, vous le voyez, tôt ce matin face au Russe Kuznetsov. Et le Français a réussi à s'en sortir en 4-7. Victoire au tie-break, vous le voyez, dans le dernier set. Avec Monfils toujours aussi puissant en fond de court. Et qui a aussi été agile dans les airs. Vous allez voir cette image assez incroyable du plongeon réalisé par Monfils, position digne d'un gardien de but de football, totalement en apesanteur. Monfils, voilà, qui ne s'est pas blessé. En plus, il jouera le Canadien Raonic en quart de finale au tour suivant. On va se retrouver dans un instant pour parler de la lutte antiterroriste qui doit s'accélérer en Europe. C'est le message des Français. À tout de suite.